Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne pour décrypter les tendances et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord par revenir sur cette période de défiscalisation renforcée avant la fin de l'année. Cyril Garbois était sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques jours pour évoquer ce sujet. Cyril Garbois, cofondateur de Cashbee. Nous vous proposerons donc de retrouver son interview. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la transmission de son patrimoine professionnel ou personnel. Et pour cela, nous aurons le plaisir d'avoir deux expertes du sujet, Sandrine Kilissi, directrice de l'ingénierie patrimoniale chez Norman Kay, mais aussi Caroline Emmerich, notaire. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous ferons un focus sur le dispositif d'apport-cession tel qu'il existe actuellement et comment est-ce qu'il pourrait évoluer demain en lien avec les discussions autour de la nouvelle loi de finances. Nous ferons ce point avec Jean-Baptiste De Pascal, directeur général d'Interinvest. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui va s'intéresser à l'importance d'anticiper la transmission de son patrimoine, qu'il soit personnel ou professionnel. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux expertes du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Sandrine Kilissi. Bonjour Sandrine Kilissi. Bonjour Nicolas. Vous êtes directrice de l'ingénierie patrimoniale chez Norman Kay et nous avons le plaisir d'accueillir également Caroline Emmerich. Bonjour Caroline Emmerich. Bonjour Nicolas. Bonjour Sandrine. Vous êtes notaire et vous allez nous expliquer effectivement quels sont les différents outils qui peuvent exister pour transmettre son patrimoine. Un mot pour commencer avec vous, Sandrine Kilissi, dans une stratégie d'ingénierie patrimoniale, de gestion patrimoniale. On conseille souvent d'anticiper au maximum la transmission plutôt que d'attendre le moment de la succession. Pourquoi ? En réalité, parce que ça va permettre déjà, d'un point de vue purement familial, d'éviter qu'il puisse y avoir des conflits à la succession, puisque on ne va pas laisser les bénéficiaires de la transmission devant un patrimoine qui n'a pas été organisé ni quoi que ce soit, et avec des velléités de chacun, des incompréhensions. Donc en fait, c'est le moment de se poser, en fait. Anticiper, ça veut dire qu'on va se poser, qu'on va d'ores et déjà réfléchir à sa transmission. On va faire le point sur ce qui est susceptible d'être transmis, sur l'existence de liquidités suffisantes aussi pour payer les droits. Ça va permettre aussi... les droits de succession. Exactement, pardon, ouais. Les droits de succession. Ça va permettre aussi de discuter avec le conjoint, de discuter avec les enfants, de savoir d'ores et déjà... ce qu'ils préféreraient avoir dans le cadre de cette succession. Et ça, c'est sur le plan purement familial. Après, sur le plan fiscal, ça a aussi un avantage. Ça a un avantage puisqu'on va pouvoir multiplier le bénéfice des abattements, notamment en ligne directe entre parents et enfants, qui sont de 100 000 € aujourd'hui et qui se renouvellent tous les 15 ans. Donc, plus on s'y prend tôt, plus on peut transmettre, c'est ça. Exactement. En tout cas, bénéficier de ce fameux abattement. Alors, si ça se renouvelle tous les 15 ans, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut anticiper le plus tôt possible. C'est quand le plus tôt possible ? Le plus tôt possible, c'est déjà quand on commence à avoir un patrimoine, on a pu se constituer. Et ce que l'on peut voir... c'est à partir de 55 ans, où là déjà, il y a avant, des choses... c'est trop tôt. En fait, faut-il encore avoir des choses à transmettre et peut-être des gens à qui les transmettre aussi. Exactement. Pour le coup, puis aujourd'hui, vu l'allongement de la durée de vie, on a quand même pas mal de temps pour voir venir. L'autre chose aussi, c'est que justement, du fait de cet allongement de la durée de vie, on a tendance à transmettre, c'est normal, sur plusieurs générations, les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants. Et là, notamment pour les petits-enfants, en fait, dans le cadre d'une succession, ils n'ont pas d'abattement clairement identifié. Alors que je peux leur donner avec un abattement de 31 865 €, je peux également leur faire une donation de somme d'argent de ce même montant exonéré. Donc ça permet aussi de pouvoir transmettre aux générations futures. Caroline Emmerich, vous constatez que les familles anticipent de plus en plus tôt ou ont intégré en tout cas cette nécessité d'anticiper la transmission ? Oui. Les gens viennent nous voir, effectivement, nos clients poussent les portes des études pour être conseillés sur une anticipation. Comme le disait Sandrine, effectivement, des transmissions aux enfants, aux petits-enfants, de leur vivant. Donc on arrive effectivement à avoir des actes avec 2-3 générations. C'est des beaux actes familiaux. Alors après, on a des outils qu'on privilégie, qu'on essaye de privilégier
pour bien transmettre. D'accord. Sandrine parlait des problématiques successorales et de conflits. À partir du moment où tout est anticipé, normalement, on n'a pas de sujet. Donc, il n'y en a plus dans les, Alors, chez les notaires. En tout cas, on a plein d'outils qui permettent d'éviter et qui permettent d'anticiper pour ne pas avoir effectivement de problématiques familiales au moment de la succession. Sachant que, quand même, on a 6 mois pour payer les droits de succession, ça peut être très très court. Donc, Oui, bien sûr. l'anticipation est d'autant plus importante. Alors, quels outils? Si je reviens sur les outils, premier outil, la donation-partage. Dès qu'on peut, il faut privilégier la donation-partage. Pourquoi ? Quand je fais une donation-partage, quand je suis donateur et que je procède à une donation avec une donation-partage, je fige les valeurs données. Je donne 100 à mes 2 enfants, je leur donne 100. Quelle que soit l'utilisation des 100, c'est figé. D'accord. Si au contraire, j'utilise une donation simple, un virement, un don manuel, eh bien, il va falloir que je fasse les comptes. On va faire les comptes au moment du décès. Et notamment de ce à quoi a servi l'argent. Exactement. Si je l'ai investi et que les 100 ont rapporté 1000, là, pour le coup, on va compter 1000 à la fin. Exactement. Donc, celui qui a le mieux investi doit de l'argent aux autres. C'est injuste. Et là, c'est une vraie bombe à retardement. Donc, effectivement, si on anticipe, on utilise la donation-partage. D'accord. Autres outils qui peuvent exister pour s'assurer effectivement que tout se passe bien dans un cas de transmission ou d'anticipation de sa succession? Eh bien, le démembrement, donné en nue propriété. Pourquoi ? Parce que plus je vieillis, plus je vais avoir besoin d'argent, que ce soit les problèmes de santé, l'EHPAD, etc. Donc, en fait, c'est bien de donner, mais il ne faut pas se démunir en revenus. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des donations en nue propriété aux enfants, aux petits-enfants. On conserve l'usufruit qui permet de conserver les revenus du bien, par exemple sur un bien immobilier locatif. Donc, je garde les loyers. Si jamais, effectivement, je suis mariée, je peux aussi me dire que, à mon décès, je souhaite que mon époux ait cet usufruit successif, ce qui fait que nos enfants ne seront pleins propriétaires qu'au décès du survivant des parents. Oui. Donc voilà, tout ça, on permet d'anticiper fiscalement. On a un abattement en fonction de l'âge de l'usufruitier. Donc si par exemple l'usufruitier a 75 ans, le donateur a 75 ans, eh bien, je vais avoir un usufruit de 30% et je vais être taxé sur 70% de nue propriété. D'accord. Alors, juste un petit point, c'est que quand je donne en nue propriété, j'ai donné. Si je souhaite vendre la pleine propriété de je ne ce peux plus. bien, je ne peux pas sans l'accord de mes enfants. Mais d'où l'intérêt de se faire accompagner sur ce type de sujet, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses dans une vie familiale après un démembrement de propriété, après un don de nue propriété. Il faut anticiper tous les cas de figure, enfin tous ceux auxquels on peut penser. Exactement. Donc c'est tout l'intérêt effectivement d'anticiper, de lire l'acte avec les clients, de voir toutes les clauses, parce que toutes nos clauses sont importantes. Et notamment dans le cas d'un décès prématuré d'un des 2 parents, par exemple, quelqu'un qui pourrait refaire sa vie par la suite ou qui pourrait avoir envie de vendre pour des raisons matérielles. Ça, c'est des choses qu'on peut anticiper aussi. Bien sûr, oui. Alors, en tout cas, sur l'usufruit, à partir du moment où j'ai donné la nue propriété, je ne peux pas le récupérer. Bien sûr, donc, effectivement, l'autre parent aurait un usufruit successif qu'il le garde. Il peut le transmettre, mais il ne peut pas transmettre d'autre que son usufruit. Bien sûr, oui. Voilà. Maintenant, effectivement, sans l'accord des enfants, je peux pas céder. Voilà. Sandrine Kilici, on parle toujours pas d'assurance vie, pourtant je croyais que c'était quand même un des moyens les plus intégrés aujourd'hui pour transmettre son patrimoine, ou en tout cas pour baisser l'assiette successorale au moment de la succession, justement. Alors effectivement, c'est un des outils de transmission. Alors après, baisser l'assiette successorale, on va y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises. Déjà, l'assurance vie, c'est hors succession. Donc ça, c'est assez intéressant d'un point de vue juridique parce que je peux désigner qui je souhaite en termes de bénéficiaires. Et notamment là, pour le coup, c'est un formidable outil quand je veux gratifier mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mes neveux et nièces. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, c'est aussi un outil qui permet de transmettre des liquidités et qui, de fait, des liquidités dont on aura peut-être besoin, toujours pareil, pour payer les droits de succession. D'accord, donc dont les héritiers auront peut-être besoin, si je comprends bien. Exactement, exactement, tout à fait. Au-delà de ça, après... la fiscalité de l'assurance vie, donc lorsque les primes ont été versées alors que mon assuré avait moins de 70 ans, effectivement, elle permet de bénéficier d'un abattement de 152 500 € qui va venir s'ajouter d'une certaine manière à celui qui existe pour les biens qui ont été transmis dans le cadre de la succession classique, c'est vrai. Mais ensuite, les droits... En fait, on a 20%, c'est un barème progressif, on a 20%, et la tranche marginale est quand même à 31,25% au-delà de 852 500 €.
Mais c'est très cher, en fait. 30% de taxes, du coup, si je comprends bien, au-delà exactement. De 852 500 euros. D'accord, ok. Donc, en fait, 31,25%, c'est extrêmement cher. Et en réalité, on peut vraiment, pour le coup, réduire la pression fiscale via des donations et via des donations en démembrement de propriété. Donc, en fait, c'est un outil que l'on ne va pas utiliser principalement pour la fiscalité. On va l'utiliser tout simplement pour avoir des liquidités, pour que les héritiers puissent avoir des liquidités, pour transmettre à des personnes autres que les enfants, les petits-enfants. Où là, pour le coup, les taxes, ou en tout cas, effectivement, peuvent être plus conséquentes si jamais on veut transmettre à ses neveux et nièces. Oui, bien sûr. En présence d'une famille recomposée aussi, ça peut être un excellent outil. Et puis, par rapport au conjoint, là aussi, il faut vraiment réfléchir parce que le conjoint, lui, il est totalement exonéré de droits. Oui. Et dans la mesure où c'est possible, il vaut mieux finalement que le conjoint récupère des biens dans la succession plutôt que dans le cadre de l'assurance. Donc, ça n'est pas un moyen de contourner la succession, mais effectivement, ça correspond à certains cas d'usage définis qui sont notamment une transmission de liquidité pour payer les droits de mutation ou effectivement transmettre à des héritiers un peu moins identifiés dans le schéma classique d'une succession, si je comprends bien. Exactement. C'est complémentaire. Exactement. C'est complémentaire. Dernière question, Caroline Emmerich, sur le conjoint. Comment est-ce qu'on peut le protéger dans le cadre d'une anticipation de sa transmission ? Enfin, le ou la protéger. Oui, on a une chance dingue en France, il faut le dire. On peut, à partir du moment où on est marié, donc choisir d'avoir un contrat de mariage ou pas. Oui. À défaut, je suis en régime de communauté de biens réduite aux acquets. Et à l'intérieur de mon contrat, je vais pouvoir choisir toutes les clauses que je veux. Et je vais pouvoir protéger mon conjoint en fonction du curseur de protection voulu, et notamment avec des avantages matrimoniaux. Et on parle beaucoup en ce moment de clauses de préciput. Le préciput, c'est quoi ? C'est la faculté pour le survivant quelque part de faire son marché, de dire voilà, j'ai besoin de ma résidence principale, j'ai plus besoin de la résidence secondaire, et en fait le conjoint va pouvoir faire son choix au moment du décès en fonction de son état de santé, sa fortune. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Tout en étant exonéré de tout en étant exonéré de toute façon, tout en étant exonéré. Et là on est sur la partie régime matrimonial, donc il n'y a même pas de droit de succession. Donc, d'accord. Voilà. Okay. Et après, on a un autre instrument qui est la donation au dernier vivant. C'est pareil, tout le monde devrait avoir une donation au dernier vivant. Ça permet quoi ? Ça permet plus d'un contrat de mariage. En plus d'un contrat de mariage adapté, exactement. Ça permet de donner plus que ce que la loi donne au conjoint, et ça permet de donner mieux. Pourquoi donner mieux ? Parce que ça donne au conjoint survivant la faculté de cantonnement. Ça veut dire qu'il peut décider de lui-même de ne pas tout prendre, de cantonner son émolument à certains biens ou à une certaine quotité. Dernière question très rapide. Est-ce que la donation dernier vivant a encore un sens le jour où on a des enfants ? Ah oui, tout à fait. Oui. De toute façon, il faut une donation dernier vivant. Encore une fois, donner plus, donner mieux. Et même pour les enfants, si je cantonne, ça peut avoir un intérêt pour eux. Merci Caroline Emmerich, je rappelle que vous êtes notaire. Merci également Sandrine Kilissi, directrice de l'ingénierie patrimoniale chez Norman Kay. Merci à toutes les deux, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil de l'expert, où nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Jean-Baptiste De Pascal. Bonjour Jean-Baptiste De Pascal. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur général d'Interinvest, et ensemble on va faire un focus sur le dispositif d'apport-cession. Alors avant de regarder ensemble ce qui pourrait être modifié suite aux discussions autour de la loi de finances pour 2026, un rappel. Comment fonctionne ce dispositif d'apport-cession qu'on appelle également le 150 0BTR, Jean-Baptiste De Pascal ? Alors c'est un dispositif qui vise en fait à réinvestir une partie de la plus-value de cession. C'est quand on est dans le cas d'une société où on a une plus-value potentielle sur la revente de ces titres qui va normalement être fiscalisée à la flat tax, c'est le schéma classique. Oui. On a une option qui n'est pas obligatoire, qui peut être prise de façon totale ou partielle, de dire une partie je vais les mettre dans une holding, ce qu'on appelle en report d'imposition. Bien sûr. Et en contrepartie, cette partie-là ne va pas être fiscalisée tout de suite, plus tard, voire jamais en fonction de la situation future. Mais en contrepartie, ce montant que j'ai mis dans ma holding, je vais devoir
le réinvestir, en fait, en faire quelque chose pour que ça produise dans plutôt, on va flécher ça sur ce qu'on appelle l'économie réelle, donc sur des investissements productifs qui sont générateurs d'emplois. Donc, dans des entreprises sur le territoire français, par exemple. Exactement. Ouais. On va être sur des territoires français, on va être sur des... on va prendre des actions, on va pas mettre des obligations, donc on a quand D'accord. même des contraintes sur ce qu'on fait. Notamment, on va pas racheter des titres, mais on va devoir participer à une augmentation de capital. L'idée, c'est d'être plutôt dans une logique de développement des entreprises D'accord. pour aller créer de la valeur et créer de l'emploi in fine. De financer la croissance. Quelles sont les conditions à respecter? Donc effectivement, on a le produit de cession d'une première entreprise, on apporte une partie de ce produit à une holding pour aller financer d'autres entreprises ou la croissance d'autres entreprises. Il y a des contraintes à respecter? Oui, alors déjà, on parle du dispositif de l'apport-cession, mais il y a souvent une petite astuce qui est un piège, sur lequel on peut facilement tomber, c'est qu'en fait, c'est un report d'imposition dans lequel on doit réinvestir une partie des produits de cession. Donc, D'accord. les produits où on a vendu l'entreprise. Par contre, ce qui est un report d'imposition, ce n'est pas lié aux produits de cession, mais c'est lié à la plus-value d'apport. D'accord. Si je prends un schéma super simple, j'ai créé mon entreprise, on va dire à 1 euro, je l'ai apporté à ma holding à 100 euros, Mhm. et cette holding l'a revendu plus tard à 200 euros. Oui. La plus-value qui est en report d'imposition, c'est celle qui est entre les 100 et les 1 euro. Par D'accord. contre, je dois réinvestir 60% des produits de cession, donc 60% de mes 200 euros. D'accord. C'est pour ça que le dispositif de l'apport-cession, il est un peu technique parce qu'il ne faut pas se mélanger la plus-value d'apport et la plus-value de cession. Mais on peut l'utiliser, on peut en faire plusieurs des apports-cession, donc on peut toujours se recaler pour avoir une plus-value d'apport qui est très très proche de notre plus-value de cession. Mais c'est bien la plus-value d'apport qui a un report d'imposition. Et une fois qu'on a déterminé cette plus-value d'apport, on doit donc réinvestir aujourd'hui 60% des produits de cession dans des secteurs éligibles pour bénéficier justement de ce report d'imposition, donc de ma fiscalité qui est reportée à plus tard. Que ce soit au sein d'entreprises en direct ou via des fonds qui investissent et qui financent la croissance de ces sociétés. Un mot peut-être de ce qui pourrait être amené à évoluer. Alors on parle de discussion actuellement à l'Assemblée nationale, pas d'évolution pour le moment, mais qu'est-ce qui pourrait changer? Alors voilà, en commission des finances, ils ont passé une proposition qui va être là soumise cette fois-ci en assemblée plénière. 4 évolutions majeures. La première, c'est qu'on va augmenter le montant qu'on doit financer, enfin qu'on doit aider dans d'autres entreprises. On D'accord. devrait le passer de 60 à 80%. Donc on pousse le curseur un peu plus haut en disant il faut réinvestir plus dans l'économie réelle. D'accord. Deuxième critère, normalement on a 2 ans pour réinvestir quand on le fait au travers de fonds, etc. Là, ils voulaient nous proposer de passer à 5 ans. D'accord. En nous disant finalement, on peut le voir en fonction des cycles économiques, il y a des périodes qui sont plus ou moins propices, pas besoin de se précipiter, on peut avoir 5 ans pour le faire. Alors attention, on a 5 ans pour réinvestir. En revanche, quand on réinvestit, on doit rester un temps minimum dans l'entreprise. Au travers d'un fonds, par exemple, on doit rester au minimum 5 ans. Donc si on investit dans 5 ans, on a toujours ce curseur Oui, qui va ça se décaler. reporte dans 10 ans. Exactement, Ouais, ça bien sûr. reporte dans 10 ans. Mais au global, on a plus de temps pour le faire. Et un troisième élément qui est très important, c'est qu'ils nous disent que la sanction, si on n'atteint pas ce curseur des 80%, avant c'était blanc ou noir. C'est-à-dire que si je n'avais pas atteint mon curseur, eh bien, je perdais cet avantage sur tous mes investissements. D'accord. Là, ils nous disent que maintenant, ce serait proportionnel. C'est-à-dire que si je suis à 79%, eh bien, j'aurai une fiscalité sur 1% et non pas sur la globalité parce que je n'ai pas respecté le curseur. Donc ça, c'est bien parce qu'on adapte à la réalité d'une opération qui peut se faire ou ne peut pas se faire et qui ne remettrait pas en cause tout le schéma. Merci Jean-Baptiste de Pascal de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Interinvest. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.